La voix du Zion. Suivez l'émission Libertoire sur Radio Horizon La Voix du Zion tous les premiers et troisièmes lundis du mois de 18h à 19h. Rediffusion vendredi de 20h à 21h. Libertoire, une émission qui vient répondre à nos problèmes psychologiques. De la Voix du Zion, bonsoir et merci d'être à l'écoute de l'émission Libertoire. Présentation Blessine Bossonia, réalisation Gaëtan Amouzou. La vie de couple et familiale constitue une des expériences de vie les plus stressantes qui soient. Nous devons savoir qu'il n'y a pas de vie de couple sans conflit car elle exige de très grandes capacités d'adaptation. Il est vrai, les conflits sont inévitables. Mais de nos jours, ces conflits conjugaux s'accentuent davantage et sont source de divorce et de division. Ainsi, la naissance ou l'émergence de conflits conjugaux doit faire l'objet d'une analyse sérieuse en vue de déceler les raisons véritables. À cet égard, les causes peuvent être morales, sociales, économiques, politiques, sociologiques, religieuses et ont des répercussions sur la vie des enfants qui naissent. Il faut donc trouver une solution à ces conflits afin que les foyers soient plus ou moins stables. Et quelle solution faudrait-il trouver alors? Nous allons en parler avec le spécialiste en santé mentale, Monsieur Ouazam Roland. Monsieur Ouazam, bonsoir. Bonsoir Blessing. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous. Oui, nous allons parler des conflits conjugaux. Et c'est le thème de ce soir. Et d'abord, quand parle-t-on de conflits conjugaux? Ou bien, qu'est-ce que c'est, conflit conjugal? Ok. Et conflit conjugal, conflits conjugaux. Oui, d'abord, qu'est-ce qu'un conflit? Un conflit, donc, c'est lorsqu'il y a un antagonisme ou bien une opposition entre deux parties. Mais pour le couple, nous allons dire que un conflit conjugal, c'est un antagonisme, une opposition entre les sentiments, les opinions, entre des personnes unies par le lien du mariage ou du concubinage. Et lorsque nous parlons de conflit conjugal, c'est synonyme de crise conjugale. Et par crise conjugale, nous entendons un changement brusque dans la vie du couple. Nous entendons une rupture de l'équilibre du couple ou alors une aggravation brutale d'un état précaire dans le couple. Voilà à peu près ce qu'on peut donner comme définition de conflit conjugal. Merci. Maintenant, quand parle-t-on d'un conflit conjugal? Oui, c'est ce que lorsque deux personnes vivent dans un couple, normalement ils sont là pour vivre ensemble et entretenir des projets ensemble. À partir du moment où s'installe une incompréhension et il y a des petits problèmes qui n'arrivent plus à résoudre et chacun se replie sur lui-même et il y a vraiment une crise. Là, nous sommes en situation de conflit conjugal. Quels sont alors les facteurs qui peuvent favoriser ces conflits conjugaux? Oui, tout à l'heure dans votre introduction, vous avez évoqué une panoplie de facteurs et sociologiques, je ne sais pas quoi, tout ça là. Mais nous en santé mentale, c'est pas comme ça que nous on voit les choses.
nous avons mis notre argumentation sur un certain nombre de facteurs que nous allons vous exposer. D'abord, lorsque les gens sont en couple, le premier facteur de conflit conjugal, c'est lorsque les deux partenaires ou bien conjoints voient des doutes par rapport au futur de la relation. C'est-à-dire que une relation, la vie en couple devrait se bâtir sur la confiance. Mais à partir du moment où les doutes apparaissent par rapport au futur de la relation, là, nous sommes devant un facteur de conflit conjugal. Et nous évoluons pour donner le deuxième facteur. C'est lorsque il y a des comportements irrespectueux, c'est-à-dire manque de politesse intentionnelle, les remarques méprisantes, les indifférences et il y a les indifférences et par rapport au désir du partenaire, il y a les mensonges. Là, nous sommes devant un deuxième facteur. Nous avons répertorié jusqu'à 24 facteurs. Nous allons lui donner le troisième. Et lorsque il y a la jalousie, il y a par exemple l'utilisation de la pornographie dans le couple, parce que lorsque il y a un partenaire qui aime utiliser la pornographie, donc l'autre peut ne pas aimer cela et ça peut amener des problèmes. Oui. Il se peut aussi que les deux partenaires, les deux conjoints soient allés dans un banquet quelque part, et puis il y a l'un ou l'autre de partenaires qui danse avec quelqu'un d'autre, et puis là l'autre voit ça. Après, ça amène d'autres questionnements qui peuvent être source de conflits conjugaux. Nous avons l'expression de colère excessive ou inappropriée. Nous avons le manque de communication, à savoir refuser de parler, ne pas partager ses émotions, ne pas exprimer ses désirs. Nous allons nous arrêter un peu sur le problème de communication. C'est-à-dire que quand les gens sont dans le couple, il y a des gens, que ce soit l'homme ou la femme, à un moment donné, il ne veut pas dire exactement ce qu'il veut à l'autre. Il attend que la personne devine dans ses idées, et la personne n'est pas, la personne n'est pas un dieu. Voilà. Donc quand elle n'arrive pas à deviner dans ses désirs pour faire ce qu'elle veut, la personne ne dit pas exactement je veux ceci, je veux ceci. Elle attend que son partenaire devine ses désirs. Et c'est là qui est aussi une grande source de conflit. Nous avons maintenant la sphère sexuelle, c'est-à-dire, franchement, c'est un domaine qui est très difficile. Là, dans les précédentes émissions, nous avons développé sur les troubles sexuels. Voilà. Donc, lorsque l'homme a un problème de troubles de l'érection, les histoires d'éjaculation précoce et tout ce qui concerne les troubles sexuels chez l'homme et chez la femme, c'est souvent soit la frigidité ou bien la nymphomanie. Et nous avons parlé de ça et quand nous parlions des troubles sexuels. Donc tous ces troubles-là font que comme nous avons défini le conflit conjugal, il y a crise dans le couple. Voilà. Et nous avons ici un autre facteur par rapport à la belle famille et à la famille élargie. Donc,
lorsque un conjoint peut avoir un problème avec la belle famille ou la famille élargie, ou bien lorsque un des conjoints passe plus de temps avec ses parents, ou bien avec sa famille élargie et tout, ça amène des problèmes dans le foyer. Alors, il y a les comportements déroutants, les comportements imprévisibles ou émotifs. Tout ça là est source de conflit conjugal. Nous avons les critiques en 9e position. Lorsque on cherche à corriger son conjoint, on cherche à le blâmer, on cherche à expliquer au conjoint comment il aurait dû faire quelque chose. Lorsque on s'oppose à son point de vue, cette situation est source de conflit conjugal. Et il y a le manque d'habileté à dire clairement ce que on doit dire, le manque d'habileté à comprendre l'autre et à négocier des situations. Et nous en venons maintenant au niveau de l'éducation des enfants. L'éducation des enfants pose problème. Donc, lorsque peut-être que un conjoint voudrait que les enfants soient éduqués de cette manière et l'autre veut le sens contraire, et puis ça amène des difficultés, ça amène des discussions qui sont insolubles et qui amènent des conflits. Nous avons le côté des finances. Il y a des difficultés à s'entendre sur les dépenses et la gestion même du ménage. Tout ça est source de conflit. Et lorsque un conjoint voit qu'il n'est pas soutenu par l'autre, ça amène aussi source de conflit. Nous avons le manque d'écoute. Par exemple, mal écouter ou ne pas écouter, essayer de résoudre les problèmes au lieu de chercher à les comprendre. Qu'est-ce que nous voulons dire? Lorsque un problème arrive, il faut d'abord comprendre ce problème avant de voir à partir de ce problème quelle solution il faut donner. Mais dans un couple, quelqu'un peut commencer par tenter de donner des solutions sans même comprendre le problème. Donc tout ça là, ça amène des conflits. Voilà. Ou alors, lorsque la personne discute avec son conjoint ou sa conjointe, l'autre écoute de façon défensive. Je voulais appuyer sur ce mot. Écouter de façon défensive. Voilà. C'est-à-dire que quand écouter de façon défensive, c'est juste faire semblant d'écouter, mais finalement on ne veut pas écouter ce qu'on a à écouter. Ça veut dire que ce que l'autre dit même ne nous intéresse pas. Alors, donc c'est très important des situations comme ça. Et nous avons les comportements agaçants. Ça, il faut qu'on en parle assez. C'est quoi par exemple le comportement agaçant? C'est-à-dire souhaiter que le conjoint change une habitude, un langage indésirable ou un manque de ponctualité. Voilà. Lorsque vous voulez que votre conjoint change son comportement, mais en réalité c'est un problème qui survient régulièrement dans les couples. Et un conjoint veut que, ou bien la conjointe ou bien le conjoint veut que l'autre change, ou alors veut changer l'autre, alors que vous ne pouvez pas changer quelqu'un. Mais c'est à partir de la confiance que vous avez et à partir de comment vous communiquez bien que l'autre peut comprendre que je peux changer ceci. Mais à partir du moment où vous n'avez pas vraiment préparé l'autre psychologiquement et vous voulez lui changer vous-même,
Mais vous allez créer l'effet contraire. Voilà. Donc, c'est très important. Et nous avons aussi la négligence. La négligence, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque peut-être il y a un conjoint il y a une discussion dans le couple et à un moment donné, on a fait une résolution pour faire quelque chose. À un moment donné, quand on se croise, l'un dit que l'autre dit qu'il a oublié et l'autre est énervé. Et nous en venons maintenant au niveau des tâches ménagères. Donc, il y a le ménage, la propreté, les responsabilités et les exigences du foyer. Tout ça là, et souvent les hommes laissent les femmes faire le ménage et tout ça. Les femmes viennent à être fatiguées, ou alors parce que la femme a un reproche à faire à l'homme, elle a un grief maintenant, elle cesse de faire le ménage dans le foyer, et lorsque l'homme vient, il voit tout est sale maintenant, et finalement la guerre va commencer. Vous voyez, donc c'est au niveau des tâches ménagères, il faut aussi bien organiser ça pour que ça puisse se faire. Voilà. Nous avons il y a les frustrations provenant de l'extérieur même du foyer. Par exemple, le stress et les soucis par rapport au travail et le fait de passer une mauvaise journée. Et lorsque un conjoint vient à la maison, il vient de quelque part, il faut que l'autre essaie de regarder pour essayer de voir est-ce que ce type-là, comment il revient là, est-ce qu'il a vraiment bien passé la journée, ou bien cette dernière, là où elle est allée, et comment elle revient là. Et il faut vraiment laisser la personne s'asseoir et reprendre ses esprits à la maison avant d'envoyer quelques conversations ou ce que ce soit. Voilà, donc c'est très important. Et il y a beaucoup de choses, mais nous allons quand même, comme nous sommes au Togo, nous allons parler des problèmes de fertilité. Parce que les études ont montré que lorsque la femme ne conçoit pas bien, c'est aussi, il se fait que c'est l'homme qui n'est pas fertile et tout, ou alors la femme conçoit bien sûr, mais elle ne donne que soit les garçons, soit les filles, et ces choses-là, ça aussi est source de conflits conjugaux. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons les problèmes liés à l'abus ou à la dépendance de l'alcool ou aux drogues. Nous avons la dépression. Nous avons l'anxiété, ou tout globalement les problèmes de santé mentale. Donc les études ont montré que au moins un tiers des couples qui ont des problèmes de conflits, qui ont des conflits houleux, au moins l'un des partenaires a un problème de santé mentale. Voilà. Donc c'est très important. Donc je pense que c'est à peu près comment nous pouvons présenter les facteurs des conflits conjugaux. Merci beaucoup. Et j'ai pu retenir ceci, comme vous avez tout récemment parlé du Togo, que nous sommes en Afrique, et au Togo, les problèmes de fertilité et aussi les problèmes surtout des belles familles, où voilà, il ne faut pas vivre dans sa belle famille, ou bien il ne faut pas vivre avec ses parents pour éviter trop de problèmes, pour éviter beaucoup de problèmes. Et ceux qui sont avec leur maman et qui ont encore une femme, vraiment, et ça crée beaucoup de problèmes. Nous allons continuer, nous allons parler maintenant de la différence. Est-ce qu'il y a une différence entre conflits de couple et violences conjugaux? Oui.
Puisqu'on parle de violence, des fois on entend violence, des fois c'est conflit. Est-ce que c'est la même chose? Oui. Et d'accord. Effectivement, c'est une belle question. Est-ce qu'il y a une différence entre conflit de couple et violence conjugaux ou bien violence conjugale? D'accord. Oui, nous avons défini tout à l'heure un conflit de couple comme étant et un conflit conjugal comme étant un antagonisme, une opposition dans les sentiments, dans les opinions entre deux individus unis par les liens du mariage ou du concubinage. Voilà. Maintenant, et la violence conjugale, c'est quoi? Et c'est une conséquence des conflits. Mais nous disons que il y a une violence passive et il y a une violence active. Nous allons donner un exemple de violence active. La violence active, c'est quand un homme bat sa femme, ou bien lorsque les gens, l'agressivité verbale, lorsque les gens s'insultent, les gens se lancent des injures dans un foyer. Nous sommes en situation de violence conjugale et violence active. La violence passive, c'est tout ce qu'on fait de manière rusée pour faire mal à l'autre sans qu'il ne le sache. Par exemple, le refus des rapports sexuels, ou bien quand il y a souvent les hommes refusent de manger la nourriture des femmes. Donc souvent quand on parle de violence conjugale, les gens voient seulement quelqu'un qui donne les coups à l'autre, mais c'est pas forcément ça. La violence passive aussi peut donner plus de douleur et de frustration. Donc une femme qui prépare et puis son ami et son mari refusent de manger, ça c'est une violence passive. Ou alors c'est une femme qui refuse des rapports sexuels au lit, ou au contraire aussi un homme aussi qui pourrait refuser des rapports sexuels la nuit et tout. Donc voilà à peu près quelques exemples de violence conjugale active, passive et en opposition au conflit de couple. Quelles sont maintenant les répercussions de ces conflits conjugaux sur les personnes, que ce soit les enfants, l'entourage entier, tout? Voilà. Donc, par rapport aux conséquences, nous allons essayer de donner les conséquences psychologiques sur les hommes ou bien les conjoints qui ont des conflits conjugaux. Donc, les études ont montré que les sujets qui ont eu des conflits conjugaux et ont été divorcés par la suite sont des gens qui sont exposés à la dépression et au suicide. D'autres sont exposés à la solitude et à un profond sentiment d'échec et d'estime de soi qui est vraiment écorché et diminué. Il y a d'autres études ont aussi mentionné les accidents de la route et les accidents de tout genre. Donc quand les gens sont en situation de conflit conjugal, ils perdent la maîtrise de soi et dans l'utilisation des machines, dans l'utilisation des voitures et tout. Même en circulation. Et ils sont en train de ruminer mentalement le conflit et là ils sont exposés à des accidents. Et il y a aussi des difficultés économiques, et parce que vous n'êtes pas sans savoir que le fait de se mettre en couple est une économie sociale. C'est-à-dire que quoi? Quand les gens sont mariés ensemble, ils se couchent sur le même lit, ça fait déjà économie d'un lit.
Vous voyez? Oui. Ils se couchent dans une même chambre. Ça fait déjà économie d'une chambre. Vous voyez? Donc, et lorsque il y a des difficultés et ils se séparent maintenant, il faut plus de lits, il faut plus de chambres. Et tout ça. Donc, le mariage même est un facteur économique. Donc, lorsque ça ne marche pas et il y a la séparation, les gens sont exposés aux difficultés économiques parce qu'ils doivent reprendre une autre vie. Mais vous avez aussi parlé des enfants. Nous ne pouvons pas oublier cela. Donc, au niveau des enfants, et ce que les études ont relevé, c'est qu'il y a difficultés d'adaptation psychosociale. Et lorsque nous parlons de difficultés d'adaptation psychosociale, ça concerne le développement même des enfants. Ça veut dire que quoi? Si un couple est modèle, les enfants apprennent déjà à être un couple modèle demain. Voilà. Mais lorsque un couple vit des conflits, ça veut dire que les enfants issus de ce couple sont déjà formés pour aller vivre un couple conflictuel quelque part. Donc, la vie et notre vie, nous parlons de conditionnement. Donc, lorsque les enfants sont élevés dans un couple conflictuel, ils sont conditionnés d'une manière conflictuelle. Et donc, s'ils sont élevés dans un couple épanoui, là, il y a plus de fortes chances qu'ils puissent devenir, pour avoir un bon couple demain. Mais, quand nous parlons de difficultés d'adaptation psychosociale, nous voulons aussi faire relever les comportements antisociaux que les enfants issus de tels couples peuvent avoir, à savoir la délinquance, la criminalité, l'usage des stupéfiants et aussi les difficultés économiques aussi qu'ils peuvent avoir demain. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire sur les conséquences des conflits conjugaux sur les conjoints eux-mêmes et sur leur progéniture. Et même sur l'entourage. Et un couple divorcé qui travaille, qui ont un bureau, qui vont au service, est-ce que ça n'a pas de répercussions sur le travail au service? Oui, vous savez, la dernière fois, j'ai suivi un film au Cameroun où il y a un monsieur qui avait un problème conjugal et puis c'était un DG et il est venu dans son bureau et il a fermé le bureau et il est là, il tourne et toute la journée il n'a pas travaillé. Donc voilà à peu près une caricature des conséquences des conflits conjugaux sur un homme qui travaille. Et arrivé au service, il ne sera pas 100%. Il aura toujours la tête dans les problèmes ou bien les problèmes dans la tête. Et donc c'est pas facile. Et les difficultés conjugales, c'est une bombe de tous les jours. Et ça a un effet sur la rentabilité et même sur l'économie. Mais si quelqu'un ne travaille pas, le jour, l'exemple dont je parle, et c'est vrai que c'est un film, mais ce jour, il a annulé tous les rendez-vous d'affaires et puis il ne parle plus à personne, il est enfermé dans son bureau et c'est tout. Et il est arrivé, d'abord, la nuit de la veille, il avait bu. Il est venu débrayer au service et puis voilà. Merci beaucoup. Et nous allons rappeler aux auditeurs qui peuvent nous appeler dès à présent sur nos numéros pour leurs questions. Le 23 21 41 44 91 24 24 65 98 60 98 62. Nous sommes en train de parler des conflits conjugaux, les problèmes que nous avons dans nos foyers, pourquoi ces problèmes, comment faire pour éviter ces problèmes, etc. C'est de ça que nous sommes en train de parler et donc vous pouvez nous appeler sur l'un de nos 3 numéros pour poser vos questions. Nous allons continuer, Monsieur Ouazam. Est-ce qu'il existe, à votre connaissance, un foyer qui n'a pas de problème? Est-ce qu'il y a un foyer sans problème, sans conflit?
sans conflit. Est-ce que ça existe? Ok. Bon. D'accord. Merci pour la question. Nous sommes là pour en parler. Mais quand vous me posez la question de savoir, existe-t-il, à ma connaissance, un foyer sans conflit? Bon, ça, c'est une question difficile. C'est une question à 2000 points. Donc, pour répondre à une question difficile, il faut contourner la difficulté. Et je contourne la difficulté en vous parlant de la satisfaction conjugale. D'accord. Dans un premier temps. Alors, qu'est-ce que la satisfaction conjugale? Quand c'est la satisfaction conjugale, c'est un mot qui est là pour les couples appelés couples heureux. Donc, sur le plan du couple, nous avons des couples heureux et des couples malheureux. Voilà. Donc, les couples heureux ont la capacité de pouvoir éviter l'agressivité dans leur conversation quotidienne. Et dans ces couples, il y a des interactions positives. Et cela augmente leur satisfaction conjugale. Donc, ces couples heureux sont des couples qui possèdent de bonnes habiletés à résoudre leurs problèmes. Voilà. Et il y a quelque chose ici qu'il faut préciser. Ces couples-là laissent rarement un problème de côté et ils ont une faible fréquence de critiques négatives. Voilà. Et les recherches aussi ont pu montrer que ces couples dits heureux sont capables d'accepter leurs différences, les différences individuelles. Et ce qui fait que ils ont moins de chances de se heurter ou de glisser vers une crise conjugale. Voilà. Et donc, en matière de couple, la souplesse à l'égard des différences individuelles est une grande vertu. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas parler des couples heureux sans parler maintenant des couples malheureux. Et là, nous allons vous parler de l'insatisfaction conjugale. Naturellement, c'est à l'opposé des couples heureux. Donc, c'est que lorsque nous sommes dans un couple où les partenaires sont anxieux, ils sont déprimés, ils sont pessimistes, ils sont intolérants et colériques, ça, c'est qu'ils risquent tôt ou tard de faire face à une crise conjugale. Et ici, inutile de vous dire que l'ennemi numéro 1 d'un mariage est l'alcoolisme. Et le bon deuxième ennemi est la jalousie. Donc, quand vous êtes dans un couple où l'un ou l'autre des partenaires à 17h59 est déjà positionné, l'heure de Guinness est déjà positionné pour son Guinness et tout, vous allez voir que ce que nous sommes en train de développer, et ça va être un cocktail pour une insatisfaction conjugale et un couple malheureux. Aussi, un couple dans lequel il y a une jalousie interminable va être un couple malheureux. Bon, après avoir contourné la difficulté, je reviens maintenant à votre question. D'accord. Vous voulez que je vous dise si, à ma connaissance, je connais un foyer sans conflit? Sans conflit. Voilà. Je vous ai présenté les foyers
heureux et les foyers malheureux. Naturellement, il n'y a pas de couple ou bien de foyer sans conflit. Mais c'est l'habileté des deux partenaires à résoudre ces conflits maintenant qui est le problème. Et nous avons vu tout à l'heure pour les couples heureux que c'est des gens qui ne laissent pas en jachère les problèmes dans le foyer. Mais si vous êtes dans un couple et puis lorsque il y a un problème, vous faites le malin et les problèmes s'accumulent, ça s'accumule, naturellement il y aura une goutte d'eau qui va déborder à coup sûr le vase un jour. Et maintenant, si vous faites le malin d'être le champion de 17h59, mais votre couple vous attend au carrefour pour vous coller l'étiquette de couple malheureux. Voilà. Ou alors, vous êtes dans un couple et c'est une jalousie interminable. Vous ne savez même pas comment faire les choses. Et je vous dis que tout est prêt pour que vous ayez un couple malheureux. Donc, ce n'est pas le fait qu'il y ait conflit qui est problème, mais il faut que nous puissions développer une habileté particulière et spécifique pour pouvoir résoudre les problèmes et surtout ne pas laisser en jachère les problèmes du couple. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez vraiment contourné, mais finalement, vous nous avez donné la réponse. Merci à vous. Et avant de continuer, je m'en vais vous poser cette question. Est-ce bon d'être en couple et de dormir différemment, c'est-à-dire le monsieur est dans une chambre et la dame est dans une autre chambre? Est-ce que c'est bon comme couple? Bon, couple. Vous avez dit, est-ce que c'est bon comme couple? Oui. Bon, je pense que tout à l'heure, quand je donnais les avantages économiques du mariage, j'ai dit que lorsque les conjoints dorment sur un même lit, donc ça veut dire qu'il y a déjà économie d'un lit. Voilà. Ou alors quand ils dorment dans une chambre, dans une même chambre, il y a économie d'une chambre aussi. Donc vous voyez que naturellement le fait de dormir dans plusieurs chambres, ça dépend de la sensualité de chacun. Oui. Et les études que nous avons à notre disposition ne nous ont pas permis de savoir le lien qu'il y a entre dormir dans la même chambre ou bien dormir dans différentes chambres et les conflits conjugaux. Nous n'avons pas pu, puisque nous disons des trucs vérifiables. Voilà. Nous sommes dans la science pure. Donc, nous n'avons pas eu des études comme ça. Mais ce que nous pouvons dire, et nous pouvons faire des recommandations par rapport à notre expérience pour dire que il est plus recommandable que les conjoints dorment ensemble dans le même lit, parce que il y a la culture du lien amoureux aussi, parce que l'amour, au fait, l'amour ne tombe pas du ciel. L'amour se construit, il se cultive, et que lorsque les gens sont ensemble, l'amour aussi se construit dans le toucher. Voilà. Donc je peux m'arrêter comme ça sur cette question, à moins que vous ayez encore Et voilà, c'est une question qui débouche sur comment prévenir ou prendre en charge ces conflits. D'abord, comment prévenir ces conflits? Nous allons en parler tout de suite avec vous, bien sûr. Oui, et pour prévenir, nous avons dit les facteurs qui débouchent sur les conflits. Donc, pour prévenir les conflits conjugaux, comme nous l'avons dit, il faut que déjà
chaque famille, chaque couple, quand les gens ont des enfants, il faut que les gens essaient de résoudre leurs problèmes pour qu'ils puissent vivre des couples heureux. Donc si les enfants sont issus d'un couple heureux, ils ne vont pas naturellement avoir des problèmes pour former l'autre couple. Voilà, maintenant, nous tous, nous n'avons pas la chance d'être issus d'un couple entre guillemets heureux. Voilà. Maintenant, si ce n'est pas ça, qu'est-ce que nous, les jeunes qui ne se sont pas encore mis au couple, qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Ils doivent connaître un peu sur la psychologie de l'amour. Voilà. Psychologie de l'amour. Les gens, parce qu'aujourd'hui le monde évolue, il ne faut pas se jeter dans le vide, faire un saut. Et en physique, on parle de chute libre sans vitesse initiale. Donc, lorsque on s'engage dans un truc qu'on ne maîtrise pas, ça ressemble à cette caricature de chute libre sans vitesse initiale. Vous voyez? Donc, il faut que les gens essaient de savoir, mais la vie en couple même, c'est quoi? Mais tomber amoureux là, ça veut dire quoi? Coup de foudre là, ça veut dire quoi? Les gens sont là et bon, il est là comme ça, un jour, on dit qu'il est marié. Mais c'est un problème. Il ne sait même pas ce qu'on appelle couple. Il ne sait pas comment on vit en couple. Et d'autres pensent que quand ils se marient, la vie à deux va se faire comme un miracle. C'est faux. Donc, nous ne maîtrisons pas vraiment ce que c'est que l'amour. Nous ne maîtrisons même pas ce que c'est que la vie en couple. Mais on met la tête et ça débouche sur les conflits. Donc, ce qui nous amène à dire rapidement que au niveau du couple, un couple a classiquement 3 phases. Il y a l'étape coup de foudre. Et l'étape là, c'est en ce moment que les partenaires se disent que oh, si je ne te vois pas, je ne dors pas, je vais mourir, ça fait ceci, ils se disent beaucoup de choses. Et c'est en ce moment que la fille voit son gars comme le prince charmant. Et comme cela ne suffisait pas, il y a un effet neurochimique de cette situation. Le cerveau aussi sécrète certaines substances pour nous aider à avoir la vie en rose. Et c'est en ce moment que nous nous proposons beaucoup de choses. On se propose le mariage, on fait des choses. Et en psychologie amoureuse, nous appelons ça l'étape de fusion. Ou bien l'amour romantique. Alors, donc, et nous appelons ça la phase d'illusion. Donc, le coup de foudre est une illusion. Donc, c'est dans cette illusion que les gens se proposent tout. Et finalement, à la deuxième phase est appelée la phase de lutte pour le pouvoir. C'est-à-dire qu'après avoir vécu une illusion, chaque conjoint cherche à ce que l'autre puisse maintenant réaliser tout ce qu'il avait promis. Pendant cette deuxième phase, tout le monde croise les bras, psychologiquement. Et c'est là que le conflit naît. Mais lorsque le conflit naît, nous avons dit que tout à l'heure que les couples heureux ont l'habileté à résoudre les problèmes. Alors, donc il faut avoir les capacités à résoudre ces problèmes. Donc ceux qui ont les capacités, les habiletés à résoudre le problème, ils le résolvent et ils passent à une troisième phase de la vie en couple que j'appelle moi-même la phase décisive. Et au cours de cette phase, d'autres thérapeutes de couple l'appellent la phase de l'amour conscient. Voilà. Mais moi je l'appelle la phase décisive. Pourquoi moi je l'appelle la phase décisive? La phase décisive parce qu'au cours de cette phase, il va se faire 2 choses. Soit on est conscient et on va résoudre ces problèmes pour vivre un couple heureux. Soit on est inconscient
soit on va basculer vers la rupture conjugale, ou alors si les gens font des calculs de ne pas rompre parce qu'ils ont tel avantage, ils vont être en couple, mais en réalité ils ne sont pas en couple et ils vivent ce que nous appelons le divorce invisible. Voilà. C'est-à-dire que ils sont là, on les voit en couple comme ça, mais ils sont remplis de problèmes et ils n'arrivent pas à vivre ensemble, mais ils sont là comme ça. Voilà. Donc, et les études ont montré que c'est 5% seulement des couples qui arrivent à passer dans cette étape décisive. Et que tous les autres couples sont bloqués à la deuxième étape, que nous appelons l'étape de la lutte pour le pouvoir. Donc, voilà à peu près le calvaire des gens. Alors, donc, nous sommes là aujourd'hui pour que les gens prennent conscience. Et justement, avant de parler de la prise en charge, je m'en vais vous poser cette question. Est-ce qu'on peut conseiller la séparation de corps à un couple? Est-ce que c'est bon, la séparation de corps? Ça résout un peu le conflit dans un foyer? Séparation de corps. De corps. Bon, ça, c'est les histoires de séparation de corps et c'est des trucs à peu près juridiques. Nous, et à notre niveau, nous sommes là, quand nous avons le couple, on examine leurs problèmes et puis on voit l'objectif pour lequel ils sont arrivés chez nous et par rapport à cet objectif que nous les accompagnons à pouvoir balancer d'un couple malheureux à un couple heureux. Maintenant, s'ils sont venus pour un objectif de séparation de corps, nous allons travailler sur ça. Mais nous ne pouvons pas leur proposer cela. Donc, les gens viennent avec des objectifs et nous, on travaille avec ça. Si quelqu'un est venu pour ça, nous allons lui dire dans quelle mesure il peut le faire, il peut faire réussir cela. Mais nous ne sommes pas là pour dire aux gens et séparation de corps. D'accord. Voilà. Rapidement, on va parler maintenant de la prise en charge. Oui, pour la prise en charge, nous allons dire que, comme je le disais, il y a des couples heureux et des couples malheureux. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour sensibiliser les gens qui nous écoutent. Parce que les gens pensent que le malheur dans les couples est une fatalité et qu'on est obligé de vivre comme ça. Non. Et dans des pays avancés, les couples qui sont en difficulté consultent fréquemment pour se faire aider à sortir de leur détresse conjugale. Et vivre la détresse conjugale, ce n'est pas une fatalité. Nous avons dit que les gens sont exposés aux accidents, les gens même perdent leur boulot parce qu'ils ont des difficultés dans leur foyer. Donc, tous ceux qui nous écoutent et qui sont en situation de détresse conjugale, ou alors, même si ce n'est pas eux, s'ils connaissent quelqu'un qui est dans cet état, c'est le temps, c'est le moment et c'est l'occasion que leur offre la vie pour pouvoir trouver une solution. C'est vrai que les gens ont vu leurs amis, ils ont eu des conseils partout, ça n'a pas marché, mais nous sommes là, nous pouvons les aider pour qu'ils puissent balancer d'un couple malheureux à un couple heureux. Merci beaucoup. Et nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons parlé aujourd'hui des conflits conjugaux. Laissez votre message et vos contacts aux auditeurs. Et mon dernier message, j'aimerais que les auditeurs puissent méditer sur ce proverbe chinois qui dit « Aime-moi lorsque je ne le mérite pas, car c'est en ce moment que j'en ai plus besoin. » Donc je suis sur le 90 08 89 32, 98 75 15 70. Merci beaucoup, fidèles auditeurs et auditrices. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous très bien. Bye bye.